Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire. Donc, nous sommes le vendredi 22 juillet au soir, au moment où je tourne la vidéo. Et ce point de marché portera toujours, ça fait une petite série de trois points de marché sur la situation de l'euro, la Banque centrale européenne et le souci qu'a la Banque centrale européenne et les autorités monétaires de la zone euro. Alors bien évidemment, je vais parcourir le reste des marchés, les actions, les cryptos, les obligations, les métaux précieux, les matières premières, évidemment, et je ferai un focus sur la situation de mon portefeuille cette semaine. Alors, on va pas perdre on va pas perdre notre temps. Donc voilà, là, je vais vous partager mon, mon écran. Alors, l'intitulé de cette vidéo, d'ailleurs, vous avez une petite caricature que j'ai fait moi-même, c'est la BCE qui est dans la nasse entre le Forex et les spreads. Alors, je vais vous expliquer, ça peut paraître un peu barbare pour les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas un petit peu ces termes. Néanmoins, la situation est sérieuse, elle est grave, elle est peut-être même critique. Néanmoins, malgré ce que peuvent dire beaucoup d'influenceurs, la zone euro peut sortir grandie de cette crise existentielle qu'elle traverse, puisqu'elle est à la fois menacée sur le front intérieur, avec des écartements de spread entre les pays du Sud et l'Allemagne, donc comme on avait vu en 2011, mais en plus, on a la chute de l'euro qui est même passé sous la parité avec le dollar, donc un deuxième choc. Et enfin, un troisième choc, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est aux frontières de la zone euro. Et donc, évidemment, tout ceci, c'est souvent au cours des grosses épreuves, des épreuves historiques, qu'une zone, un pays, soit il va s'effondrer et disparaître de l'histoire, soit il va au contraire sortir grandi. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec la guerre de sécession qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Les États-Unis d'Amérique sont sortis grandis de cette terrible épreuve, de cette terrible guerre civile qui a secoué les États-Unis. Pareil pour la crise de 29, qui a été une crise qui est partie de l'Amérique, des États-Unis, qui a ensuite qui s'est propagée à travers le monde, mais à travers laquelle, à l'issue de cette crise de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont sortis super vainqueurs de tout ça. Idem d'ailleurs pour l'Union soviétique, qui a aussi connu son baptême du feu et qui en est sorti agrandi. Donc crise ne veut pas nécessairement dire fin du monde. Une crise, ça veut simplement dire qu'il y a une mise à l'épreuve du pays ou de la zone économique qui l'a subi. Alors, je ne vais pas forcément faire perdre votre temps, je vais un petit peu dérouler cette présentation. Alors, un petit breaking news, pour la première fois depuis 2011, la BCE a fini par relever ses taux d'intérêt. Donc là, je vous mets le lien vers Challenge, donc qui explique un petit peu quelles seront les conséquences pour les particuliers, pour les entreprises, pour les emprunteurs, pour les investisseurs. Et effectivement, voilà, on a longtemps cru que Christine Lagarde n'allait pas relever les taux. Elle a fini par le faire et en plus, elle le fait en frappant fort une hausse non pas de 25 points de base, mais de 50 points de base. Alors attention, il ne faut pas crier le haut là trop vite. Les taux de la BCE passent juste de moins 0,5% à 0%. C'est juste que les taux de la BCE ne sont plus en territoire négatif, ils sont juste à zéro. Alors que dans le même moment, les taux américains approchent les 2%, les taux courts, et les taux de la Fed, des Fed Funds. Donc c'est loin de gagner et ça va être justement le problème pour Christine Lagarde, pour nous autres, d'ailleurs, Européens, on est tous dans le même bateau. Alors je rappelle les disclaimers, attention, il faut faire très attention au moment d'investir. Il faut pas investir à la légère, il faut soit se former, soit passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Alors, sans perdre de temps, on va attaquer l'actualité géopolitique économique. Alors, sur le plan géopolitique,
La coupure de gaz à destination de l'Europe par Gazprom est terminée. Donc, c'était bien lié aux travaux de maintenance, hein. Souvenez-vous, il y a une semaine, tout le monde s'affolait. Ah là là, la Russie, ça y est, vient de couper le gaz à l'Europe. Bon, moi, je m'étais renseigné, hein, je vous en avais parlé. Je me suis dit, bah, tous les ans, à la même époque, Gazprom coupe en partie le gaz à l'Europe pour faire des opérations de maintenance. Un petit peu comme quand vous avez un serveur informatique, hein, vous recevez souvent le fameux message site en maintenance et vous ne pouvez pas travailler durant l'opération de maintenance. Ben là, c'est ce qui s'est passé et tous les ans, à la même époque, hein, à la fin du mois de juillet, il y a une opération de maintenance et effectivement, comme prévu, ben, la Gazprom a réouvert les robinets à destination de l'Europe. Donc voilà, il ne fallait pas non plus en faire des tonnes, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une crise, qu'il ne risque pas d'y avoir une vraie coupure de gaz pour cet hiver, mais pour le moment, ce n'est pas ce que l'on observe. Alors autre fait géopolitique, la Russie n'exclut plus de continuer son offensive au-delà du Donbass en Ukraine. Donc on est parti dans tous les cas pour avoir une guerre qui va durer des mois et des mois. Voilà sur le plan géopolitique. Sur le plan sanitaire, le gouvernement n'a pas pu faire passer le retour du pass sanitaire à l'Assemblée, hein. Donc le gouvernement a tenté de remettre au bout du jour le pass sanitaire, hein, suite à la 7e ou 8e vague du Covid, je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas passé, et parce que effectivement, la NUPES, le Rassemblement national et les Républicains ont tous voté contre, ce qui effectivement a empêché ceci de passer. Et d'un point de vue personnel, je suis soulagé puisque je compte partir en vacances en famille à l'étranger et je suis bien content qu'il n'y ait pas le retour de ce pass sanitaire. Voilà. L'actualité macroéconomique, alors il y a eu des chiffres qui sont sortis, des chiffres de croissance et d'inflation qui sont en ligne avec les prévisions, qu'il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Et enfin, l'actualité monétaire, Christine Lagarde décide enfin de remonter les taux de la zone euro de 50 points de base. Alors, je vais m'attarder sur ce point-là. Christine Lagarde est sous forte pression. À la base, elle ne voulait pas monter les taux, elle voulait attendre la rentrée de septembre pour monter les taux. Souvenez-vous de ce qu'elle disait encore sur l'inflation qui est temporaire, etc., etc. Malheureusement, elle a été forcée de remonter ses taux de 50 points de base. Pourquoi? À cause de la dégradation de l'euro, qui est passé sous la parité la semaine dernière, sous la parité contre le dollar, ce qui évidemment a forcé Christine Lagarde à réagir. Alors pourquoi c'est très compliqué pour Christine Lagarde, justement? C'est un petit peu le point, ce point, je fais un focus là-dessus. Alors ça va être un petit peu technique, mais bon, j'ai essayé un petit peu de vulgariser, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est suffisamment clair pour vous. Alors effectivement, outre le fait que remonter les taux n'arrange pas certaines de nos élites, nos élites dirigeantes, je pense notamment par exemple à certaines grosses entreprises comme LVMH qui font ce qu'on appelle une croissance externe en rachetant d'autres entreprises par le crédit, par l'endettement. Évidemment, quand on a des taux négatifs, Bernard Arnault pouvait par exemple s'endetter à taux négatif. Donc c'est la banque qui lui donne de l'argent pour s'endetter et pour acheter des actifs. Donc c'est double jackpot. Il s'endette, la banque lui donne de l'argent pour s'endetter. Il avait des intérêts, il recevait des intérêts et en plus il achetait des actifs. Évidemment, je vous l'avais dit, ces personnes, ces grands patrons, ont un gros pouvoir sur Christine Lagarde, sur les dirigeants politiques et monétaires, pour freiner l'appétit de la BCE de monter les taux. Mais ce qui freine encore plus Christine Lagarde de remonter ses taux, alors évidemment, il y a ces patrons qui n'ont aucun intérêt à ce que la BCE remonte les taux, mais surtout, bon, à la limite, ça, c'est des intérêts, ça reste quand même des intérêts privés, on peut passer outre. Regardez Joe Biden aux États-Unis, il a quand même monté les taux, ça n'a pas plu aux dirigeants du Nasdaq, mais il l'a quand même fait, Joe Biden, enfin, Jeremy Powell, mais sous la bénédiction de Biden. En euro, en zone euro, la situation est plus complexe. Outre évidemment certains patrons qui ne sont pas contents, le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois se protéger contre
le risque de change et contre le risque de taux et de spread. La BCE, elle est prise en fait entre le marteau et l'enclume, entre le marteau du risque d'explosion des taux et des spreads qui peuvent faire exploser la zone euro et du risque de change qui peut faire flamber l'inflation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, deux solutions. Premièrement, la BCE ne fait rien, ou pas assez. Elle remonte ses taux que très très peu, 25 points de base, et puis elle s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? La Fed, de son côté, est en train de remonter ses taux. C'est ça le problème. C'est qu'en 2011, quand Mario Draghi a dit « whatever it takes », planche à billets, je mets les taux à zéro, il pouvait le faire parce que de l'autre côté de l'Atlantique, la Fed faisait aussi marcher sa planche à billets et elle gardait ses taux à zéro. Là, le problème, c'est que la Fed remonte très agressivement ses taux. Les autres banques centrales suivent, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, même la Suisse. Les autres banques centrales resserrent leur politique monétaire et donc, du coup, il va se créer un écart, un gap de politique monétaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si la BCE ne fait rien, l'écart de taux entre les États-Unis et la zone euro augmente. Bon, bah là, il n'y a pas besoin d'être très fort en mathématiques pour comprendre. Si la BCE garde ses taux en dessous de zéro et la Fed les monte à 2, voire plus, bah, l'écart de taux entre les deux, bah, il augmente. Ça, c'est logique. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les opérateurs, les traders vont retirer leur argent de la zone euro pour le placer en zone dollar. C'est logique. Vous êtes trader, vous êtes opérateur, vous avez la zone euro où l'argent vous rapporte moins 0,5%. Alors maintenant, on est à zéro parce que Christine Lagarde a enfin remonté les taux, mais avant, on était à moins 0,5. Donc les opérateurs perdaient de l'argent, perdaient 0,5% par an pour garder leur argent en zone euro, alors qu'en zone dollar, notamment aux États-Unis, l'argent rapporte, au moment où je vous parle, 1,75% par an. Donc moi, je suis un opérateur sensé. Qu'est-ce que je fais? Je retire mes sous des banques européennes et je vais les placer dans des banques américaines au taux sans risque. Je ne parle pas des actions, je parle juste vraiment du taux sans risque. Un taux sans risque en zone euro, moins 0,5. Alors maintenant, on est à 0, mais taux sans risque aux États-Unis, 1,75. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je retire mes sous de la zone euro et je vais les placer en zone dollar. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est vraiment de l'économie de base. Vous avez une baisse de la demande pour l'euro et une hausse de la demande pour le dollar. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens vendent leurs euros pour acheter du dollar? Vous avez l'euro qui baisse contre le dollar. Donc, vous avez une baisse de la parité euro-dollar. On a vu l'euro en quelques mois qui est passé de 1,15, 1,20 à 1, voire même en dessous de 1. On avait même touché, on avait enfoncé momentanément la parité avec le dollar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'euros pour acheter des dollars. Donc, ça veut dire que sur 100 dollars, sur 100 euros, avant, avec 100 dollars, je pouvais acheter 90 euros. Maintenant, il faut 100 euros pour acheter 100 dollars. Il faut de plus en plus d'euros, payer de plus en plus d'euros pour acheter le même panier de dollars. Or, les matières premières sont libellées en dollars. Donc, les Européens qui ne sont pas producteurs nets de matières premières, ils dépendent soit des matières premières importées de Russie, donc en roubles, soit des matières premières importées du pétrole, notamment d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, donc qui eux sont libellés en dollars, soit éventuellement, on en parle, du gaz de schiste éventuellement, du pétrole américain, mais qui sera aussi libellé en dollars. Donc, les Européens devront payer de plus en plus d'euros pour acheter des matières premières elles-mêmes libellées en dollars. Donc c'est assez clair. Et donc évidemment, en conclusion, si les Européens sont obligés de payer de plus en plus d'euros pour acheter des matières premières libellées en dollars à cause de la baisse de l'euro contre le dollar, vous allez avoir une augmentation de l'inflation importée en Europe. C'est-à-dire que les prix des matières premières, même si elles sont stables en dollars, en fait, pour un Européen, elles vont augmenter parce qu'il faudra de plus en plus d'euros pour acheter des matières premières libellées
en dollars. Et aujourd'hui, il y a un pays qui souffre énormément, qui a énormément souffert, qui sait de quoi je parle de ça, c'est de l'inflation importée, c'est le Liban. Le Liban, dont la monnaie nationale, c'est la livre libanaise. Là, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur face au dollar. Ça veut dire que les prix des matières premières importées en dollars ont fait x10. Donc, vous avez une inflation de 1000%. Voilà. Alors là, en zone euro, on n'est pas à 1000% d'inflation, mais on a cette inflation importée. Donc, soit Christine Lagarde ne fait rien, elle ne remonte pas les taux, et dans ce cas, c'est le risque de change, le risque Forex, qui va menacer la zone euro à travers l'inflation importée. Deuxième cas, deuxième scénario, la BCE suit le rythme de la Fed et augmente ses taux. Donc là, il va y avoir deux conséquences. Première conséquence, vous augmentez les taux de la BCE, sauf que le problème, c'est que le reste de la courbe des taux, en fait, quand la BCE augmente les taux de 50 points de base, elle va augmenter, c'est le taux, ce qu'on appelle le taux overnight, le taux JJ, le taux journalier. Sauf que quand vous faites un crédit à la banque, quand vous faites un crédit pour acheter un bien immobilier, vous allez vous endetter non pas sur une journée, mais sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Donc, on a ce qu'on appelle une courbe des taux. Or, si la Banque centrale européenne augmente ses taux de 50 points de base, le reste de la courbe des taux, les taux ne vont pas augmenter que de 50 points de base, ils vont augmenter de plus. Donc, vous allez ce qu'on allait avoir, une quantification de la courbe des taux. Aujourd'hui, sur 25 ans, on avait encore, il y a encore quelques mois, les particuliers sur 20 ans pouvaient s'endetter à moins de 1%. J'ai connu certains particuliers très bien notés par leur banque qui pouvaient acheter un bien immobilier avec un taux à 0,8% sur 20 ans. Aujourd'hui, avec la hausse des taux de la Banque centrale européenne, les taux immobiliers, les taux de crédit immobilier ne vont pas augmenter que de 50 points de base, ils vont augmenter de 1, de 2 ou de 3%. On va avoir, dans les prochains mois, le retour de taux de crédit immobilier supérieur à 2, voire même 3%. Donc c'est là, vous voyez, une petite hausse des taux de la BCE, ça entraîne une grosse hausse des taux longs, ce qu'on appelle les taux longs, des taux auxquels les États se refinancent, mais aussi auxquels les particuliers, notamment les particuliers français, vont se financer pour acheter leurs biens immobiliers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une désolvabilisation des emprunteurs, parce que forcément, si le taux de crédit augmente, vous allez pouvoir, votre capacité d'emprunt va diminuer. Vous allez être obligé de mettre beaucoup plus d'apports pour acheter un bien qui a le même prix. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Comme la capacité d'emprunt, la santé financière des emprunteurs va se dégrader à cause de la hausse des taux, vous allez avoir une profonde récession en France, avec des secteurs qui seront complètement sinistrés, comme l'immobilier. Je rappelle, le dernier krach immobilier qui a eu lieu, notamment en région parisienne, en Paris, c'était au début des années 90. Ça a fait suite à une forte hausse des taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est le premier gros risque. Et encore, c'est pas le pire. Le plus gros risque, c'est que vous allez avoir ce qu'on va appeler les spreads. Vous allez avoir des discriminations en matière de spreads qui vont apparaître entre les différents pays. Là, je vous ai mis un petit schéma avec des taux à moins 0,5, donc il y a encore quelques mois. Là, vous avez la courbe des taux française et là, vous avez la courbe des taux italienne. Vous voyez, c'est les courbes en bleu, en bleu très plein France, bleu très pointillé, l'Italie. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine, avant que la BCE ne soit contrainte de changer de discours par rapport à l'inflation. Et là, c'est en rouge, c'est avec des taux. Vous voyez, la BCE, elle monte ses taux de 50 points de base. Ce n'est pas grand-chose a priori, mais regardez les taux 10 ans italiens, regardez l'écart. Donc, les taux français, ils augmentent. Vous voyez, c'est la courbe rouge qui est la même qu'en haut. Les taux français augmentent, ce qui nous oblige, les emprunteurs, à s'endetter plus. Mais les Italiens, c'est encore pire. C'est-à-dire que la courbe des taux italienne, elle va encore augmenter plus. Et donc, une hausse de 50 points de base des taux de la BCE, ça va entraîner une hausse des taux italiennes de 1 point, de 100 points de base au-dessus des taux français. Donc, vous voyez, vous allez avoir comme une espèce d'homothétie
c'est-à-dire une amplification, une résonance des taux d'intérêt. Et donc, vous allez avoir un écartement des spreads entre les différents pays de la zone euro. Hein. L'écart de spread entre l'Italie et l'Allemagne est de 200 points de base. Entre la France et l'Allemagne, on est maintenant à 50 points de base, alors qu'on était à 20-25 points de base il y a quelques mois. Donc, on a un écartement des spreads de taux entre les différents pays de la zone euro. Donc, on a des pays comme l'Italie qui vont se retrouver très vite avec des taux de crédit à 4%, 5%, voire beaucoup plus. Au moment où je vous parle, on est à 3,70%. Et encore, on a testé les 4%, mais il n'est pas du tout exclu que les taux italiens franchissent les 4%, voire même vont beaucoup plus loin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un pays comme l'Italie, vous avez une dette qui représente 130-140% de votre PIB, vous avez une croissance économique qui est à 0,5, 1%, vous devez payer des taux d'intérêt à 4, 5%. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que si vous avez une croissance de 1% et que vous avez des taux d'intérêt à 4% avec un poids de la dette qui est à 130% du PIB, bah vous arriverez très vite en situation d'insolvabilité. Et donc, du coup, risque d'insolvabilité de certains pays. Donc, je parlais de l'Italie, qui est quand même un très gros morceau. C'est la troisième puissance de la zone euro. Et donc, forcément, dès lors que des pays comme l'Italie commencent à faire défaut, avec le risque de faire défaut, avec une banque centrale qui ne peut pas imprimer de la monnaie pour sauver les pays à cause de l'inflation. Souvenez-vous du point plus haut, si la BCE dit « je vais sauver l'Italie », l'euro s'effondre, l'inflation flambe. Si la BCE dit « moi, je ne peux pas sauver, je ne peux plus faire marcher ma planche à billets, je suis même obligé de remonter les taux », certains pays comme l'Italie se retrouvent en situation d'insolvabilité et là, vous avez un risque d'éclatement de la zone euro. Donc, c'est là, en fait, le problème, c'est un peu la situation. Vraiment, hein, c'est pour ça que j'avais mis un peu cette caricature hein, avec le drapeau de la BCE qui est entre deux grandes boxes, un uppercut, une droite qui arrive du forex, du change, et une gauche qui arrive des spreads. Donc, en conclusion, la BCE ne fait rien sur les taux d'intérêt, l'euro s'effondre, l'inflation flambe, et là, vous avez des mouvements de grogne au sein des pays de la zone euro. Premier cas. Deuxième cas, la BCE monte ses muscles, monte les taux, et là, vous avez un risque d'écartement des spreads et in fine, un risque d'explosion de la zone euro. Vous allez me dire, oh là là, dis donc, je suis pessimiste, etc. Alors, est-ce que la zone euro est condamnée à disparaître? Eh bien, je vais vous surprendre. Pour moi, la réponse est non. Alors, effectivement, en ce moment, là, si vous allez sur YouTube, là, vous avez une foultitude d'influenceurs qui vous prédisent la fin de la zone euro pour le mois prochain. Là, ça y est, c'est le bal des défaitistes. Hein. La zone euro, elle va exploser, etc. Pas forcément. Pas forcément. Il y a, pour moi, une issue à la zone euro. Il y a une chance que la zone euro n'éclate pas et ressorte même renforcée, à condition que la zone euro devienne une zone monétaire optimale, c'est-à-dire créer les États-Unis d'Europe. Donc, si vous voulez un peu mieux connaître ce que c'est qu'une zone monétaire optimale, une ZMO, bah, n'hésitez pas à visionner les vidéos de Martouati, hein, qui fait de très très belles vidéos. Donc, moi, j'hésite pas à envoyer quasiment chaque semaine, je cite hein, le nom de personnes qui font vraiment, qui produisent du très très bon contenu sur Internet. Alors, autant je critique les influenceurs qui vous prédisent la fin du monde tous les 4 matins. Moi, je ne fais pas partie de cela. Alors, je ne suis pas forcément très optimiste, hein, attention, mais il y a toujours un espoir. Et donc, l'espoir, c'est que la zone euro profite de la situation actuelle pour devenir une zone monétaire optimale et créer les États-Unis d'Europe. Alors, je vous donne un exemple. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des États pauvres, voire même très pauvres, comme le Michigan, par exemple, qui ont été sinistrés à cause de l'effondrement de l'automobile. Hein. Par exemple, tout le monde connaît la ville de Détroit, qui a été vraiment sinistrée par la crise de l'auto. Hein. Il y a même des films qui montrent hein, la ville de Détroit dans sa face sombre, hein, avec les problèmes de corruption, les problèmes de pauvreté, les problèmes de trafic en tout genre. Et voilà, donc vous avez des États aux États-Unis qui sont très pauvres, qui sont bien plus mal en point que l'Italie.
Je parlais de l'Italie, mais l'Italie a énormément de potentiel. Hein. Ma femme et moi et mes enfants allons faire un petit voyage en Italie dans une dizaine de jours. Hein. L'Italie, c'est un très très beau pays. Hein. Alors, outre le côté touristique, hein, l'Italie est connue pour sa gastronomie, elle est connue notamment pour son industrie automobile. Hein. L'Italie a énormément de potentiel. C'est un pays qui dégage ce qu'on appelle des excédents primaires, c'est-à-dire que si on enlève le poids de la dette passée de l'Italie, contractée par l'Italie, bah, l'Italie, contrairement à la France, par exemple, elle est capable de présenter des budgets qui sont en équilibre, c'est-à-dire des budgets où les recettes de l'État italien sont supérieures aux dépenses de l'État italien, si on enlève évidemment le poids des intérêts de la dette. Alors que la France, même si on enlève le poids des intérêts de la dette française, la France n'a pas été capable de présenter un budget à l'équilibre depuis 1974, depuis 50 ans quasiment. Voilà. Donc, vous voyez, l'Italie est loin d'être d'être le canard boiteux que peut dépeindre une certaine presse, on va dire. Hein. L'Italie a énormément de potentiel, bien plus de potentiel en tout cas que certains États aux États-Unis qui souffrent énormément. Et pourtant, est-ce que l'on peut imaginer le Michigan sortir des États-Unis d'Amérique pour avoir sa monnaie qui lui est propre? La réponse, elle est clairement non. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a un mécanisme de transfert de richesse entre les États les plus riches vers les États les plus pauvres. C'est-à-dire que les Américains se sont mis d'accord quand certains pays, certains États, comme la Californie, comme la côte Est, hein, l'État de New York, créent de la richesse hein, par la high-tech, par la finance, par différents secteurs, par le pétrole, par l'énergie, bah, en fait, les impôts, une grosse partie des impôts que vont payer les entreprises implantées dans ces États vont remonter vers les différents États américains. Et ensuite, il y a l'État fédéral qui va redistribuer les impôts vers les États les plus pauvres. C'est ce qui empêche l'éclatement des États-Unis. Donc, quand un État a un problème aux États-Unis, et donc là, je vous parle de Détroit, mais de nombreux États américains ont connu des problèmes, hein, l'effondrement de l'immobilier dans certaines régions, hein, la crise des subprimes en 2007, vous avez eu les méga-feux en Californie, vous avez eu les tornades en Oklahoma, vous avez eu les attentats terroristes à New York. Ben, en fait, ce n'est pas l'État en question qui a subi ces catastrophes qui portera le fardeau, mais l'ensemble des États-Unis d'Amérique qui vont s'endetter en dollars, émettre des obligations au nom de l'État fédéral américain. Donc c'est ça en fait qui permet d'éviter que certains États entre guillemets pauvres ne quittent les États-Unis d'Amérique. Donc paradoxalement, c'est pas en faisant que en faisant que les Italiens deviennent ou les Grecs ou les Espagnols deviennent moins cigales que les Allemands qu'on va sauver la zone euro. Alors il faut faire des réformes et la France doit faire des réformes. C'est pour cela que moi je suis d'accord d'un point de vue économique avec certaines réformes que veut faire passer Emmanuel Macron. Alors je suis loin de supporter, d'être un fan d'Emmanuel Macron. Hein. Je suis le premier à critiquer notamment ses accointances avec les grands patrons au détriment notamment de la masse, mais il n'empêche que certaines réformes doivent être passées, mais pas que. Ce n'est pas qu'en faisant passer certaines réformes en Grèce, en Italie, en Espagne, en France, qu'on sauvera la zone euro. La zone euro doit devenir une zone monétaire optimale, comme les États-Unis. Alors, qu'est-ce que cela implique? Alors, qu'est-ce que cela implique? Les États dits frugaux, comme l'Allemagne, devront accepter de s'endetter pour soutenir des États en situation plus fragile qui ont des industries moins productives, du moins au moment où je parle. Donc ça, certains pays doivent faire un geste. L'Allemagne doit accepter qu'une partie des richesses produites en Allemagne produisent des impôts qui vont à l'État allemand et que l'État allemand rétrocède une partie de ces impôts à l'État fédéral européen et que cet État fédéral européen redistribue
les impôts aux pays qui en ont le plus besoin, comme il se passe aux États-Unis. Donc il faut évidemment qu'il y ait une solidarité européenne qui s'instaure dans les États, un des États membres en difficulté, par exemple la solidarité vis-à-vis de l'Allemagne par rapport à sa forte dépendance au gaz russe, on ne sait jamais. Hein. C'est toujours facile au moment de dire ah là là, les Grecs, c'est les Grecs qui ont encore besoin d'aide. Pas forcément. Les Grecs ont eu besoin d'aide il y a quelques années, oui, effectivement. Les Italiens, effectivement, vont avoir besoin d'une aide, notamment pour alléger leur fardeau de leur dette passée. Mais même l'Allemagne, qui pourtant pouvait, c'est l'Allemagne, c'est le portefeuille de l'Europe, bah, l'Allemagne, aujourd'hui, elle est dans une très grande précarité parce que c'est le pays qui est le plus dépendant au gaz russe. Donc, cela implique aussi de diminuer drastiquement les endettements nationaux de manière à ce que l'endettement se fasse à l'échelon européen. C'est-à-dire, en gros, que les pays arrêtent d'émettre de la dette, mais que l'endettement futur se fasse uniquement au travers des eurobonds. Donc, que ce soit à chaque fois l'État fédéral européen qui s'endette et non plus les différents États membres. Et donc, évidemment, en contrepartie de cela, les pays, je mets pays entre guillemets, constituant la zone euro, devront accepter alors une perte sensible d'autonomie pour devenir non plus des pays ou des États souverains, mais des États constitutifs de la nation européenne qui pourraient alors lever ses propres impôts, disposer de sa propre armée, de sa propre police et de sa propre justice. Donc en gros, on aura une harmonisation de la fiscalité des différents États de la zone euro avec soit l'adoption d'une fiscalité commune, soit via la mise en place de mécanismes de redistribution. Là, par exemple, je parle des entreprises qui payent moins d'impôts en Irlande. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On oblige l'Irlande à payer une contribution au Trésor américain, comme le fait par exemple le Delaware. Le Delaware est un paradis fiscal en plein cœur des États-Unis, mais le Delaware doit redistribuer une partie de ses recettes au trésor US, au trésor américain. Voilà. Et donc, il faudrait que les Européens fassent pareil et s'accordent, que les Irlandais acceptent de payer plus d'impôts, de verser de l'impôt, enfin une partie du résultat des entreprises implantées en Irlande au Trésor européen, que peut-être les Grecs ou les Italiens fassent certaines réformes, que la France fasse des réformes, notamment par rapport aux retraites, que l'Allemagne accepte de mettre un petit peu la main au portefeuille pour financer la dette de la Grèce et de l'Italie, voire même, pourquoi pas, de la France. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une harmonisation de l'Europe et que, c'est pas facile à dire, que les différents pays acceptent de perdre une partie de leur souveraineté, qu'il y ait vraiment une justice, vraiment un État européen dans lequel la France deviendra en fait une région de l'Europe, comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne, etc., etc. Et donc, du coup, chacun des, entre guillemets, des pays, donc on ne parlera plus de la France comme un pays, la France deviendrait un État de l'Europe, un peu comme le Delaware ou le Michigan ou l'Ohio sont des États d'un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et donc, en fait, la solution, pour moi, c'est la seule solution pour éviter l'éclatement de la zone euro, c'est que les pays acceptent de devenir des États-Unis d'Europe. Voilà. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Alors, si en commentaire, si vous avez d'autres idées, d'autres solutions, il ne faut pas hésiter à les partager en commentaire. Moi, je ne vois que cette solution à long terme. Alors après, évidemment, je pense que Christine Lagarde, elle va essayer de mettre en place un mécanisme anti-fragmentation. Alors déjà, ça fait peur. On met en place un mécanisme anti-fragmentation de la zone euro. Déjà, je sais pas, ça me fait un peu peur. C'est comme si on me parlait, on va mettre en place un abri anti-atomique. Ça veut dire qu'on sait que, en gros, on va vers la guerre atomique, quoi. Là, c'est pareil, quoi. En gros, on met en place un mécanisme contre la fragmentation de la zone euro. Pour moi, ça, pour le coup, si on en reste là, pour moi, ça va faire pchit et on ne fera que retarder l'explosion de la zone euro de peut-être quelques mois, quelques années,
au plus tard. Pour moi, la seule issue de la survie de la zone euro, c'est que la zone euro devienne comme les États-Unis d'Amérique et que chaque pays accepte de perdre une grosse partie de sa souveraineté. Mais il y a quand même un espoir qu'à l'issue de cette crise, la zone euro sorte grandie. Alors maintenant, on va passer peut-être assez vite sur les différents marchés, sur ce qu'ont fait les marchés. Alors sur les taux, on a des taux, les taux français qui continuent qui se détendent un peu moins, qui se stabilisent. Alors vous voyez, donc on a les taux français qui se sont tendus. On est monté très très haut à quasiment 2,50. Les taux se sont redétendus et la question de savoir est-ce que les taux vont rebaisser, les taux longs vont rebaisser pour revenir à 1%, à 0%, ou est-ce que c'est juste une petite détente des taux en attendant une nouvelle poussée de fièvre, une nouvelle flambée des taux français, et voire même des taux des autres taux. Voilà. Alors pour les États-Unis, là c'est pareil, on a une détente des taux et là on a les taux qui repartent à la hausse au-dessus des 3%. Alors sur les spreads, je vais aller vraiment très très vite puisque j'en ai pas mal parlé justement dans la vidéo. On a des spreads français qui tournent toujours autour de 50 points de base avec l'Allemagne et des spreads italiens qui sont à 202 points de base par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire que les taux italiens, les taux 10 ans italiens sont de 2% au-dessus des taux allemands. Alors on va passer sur le Forex, alors assez vite aussi. Donc l'euro-dollar a rebondi sur la parité. On est maintenant à 1,02. On a même touché la parité. On est tombé à 0,9970, je crois. Et là, on est revenu à 1,02. C'est Christine Lagarde qui a montré un peu les muscles. Je vais monter les taux, etc. Là, la question de savoir, c'est est-ce que les marchés ne vont pas retester Christine Lagarde ou pas? Moi, je pense qu'il y a de grandes chances que les marchés testent à nouveau la volonté de Christine Lagarde de remonter les taux par rapport à la Fed. Sur l'euro livre sterling, pas grand-chose à noter. Et par rapport au franc suisse, l'euro qui s'installe sous la parité contre le franc suisse. Donc voilà un petit peu sur le Forex. Je passe maintenant sur les marchés actions. Alors, les marchés actions, ça a été une très belle semaine sur les marchés actions. Le CAC 40 a connu un très fort rebond à la faveur d'une baisse sur les craintes de l'approvisionnement du gaz russe. Bon, moi, je suis assez perplexe, je ne vous le cache pas. Moi, je n'ai jamais vraiment cru que Gazprom allait vraiment couper le gaz pour faire des sanctions. J'ai toujours cru que c'était vraiment une vraie opération de maintenance. Là, il y a eu une confirmation que Gazprom allait reprendre les approvisionnements du gaz russe vers l'Europe et officiellement, c'est ce qui a poussé les marchés à la hausse. Bon, moi, personnellement, je suis assez perplexe. Je pense qu'il s'agit surtout d'un gros rebond technique. Et là, on voit que le CAC 40, il est dans un triangle. Il est dans un voilà, il est coiffé quand même par cette résistance baissière qui part du début de l'année. Pour le moment, il ne l'a pas franchi. Il est dans un pivot, il est revenu à 6000, autour des 6200 points. Et là, je vous mets un graphique en pas horaire. Donc, on a là la très forte remontée du CAC 40. On est passé de 6000 points à 6250 points. Bon, là, on est revenu au moment où je vous parle. On yoyote autour des 6200 points. Alors, au moment où j'ai fait la copie d'écran, on était à 6210 points. Je crois qu'au moment où je vous parle, on est repassé en dessous des 6002. Donc, on est autour de cette zone pivot des 6200 points. Et là, on a un triangle, un très, très beau triangle. On a un support en pas horaire. On a un support en pas horaire qui va de 5750, qui passe par 5008 et 5900 points, donc un support ascendant pas horaire. Et on a la résistance descendante en pas journalier cette fois-ci, qui est au-dessus. Et là, on voit que le CAC 40 va rentrer dans un triangle avec 6002 qui est un petit peu le point, qui est un peu la zone médiane. Et on voit que ce triangle va se refermer à la fin de la première semaine du mois d'août. Donc, ça va être très intéressant. Les 2 prochaines semaines vont être intéressantes. Donc, soit le CAC 40 va osciller dans la partie inférieure du triangle avec le test du bas
du range inférieur du triangle, soit il va tester le range supérieur du triangle, mais d'ici les 2 prochaines semaines, le CAC 40 va sortir soit à la hausse, soit à la baisse de ce triangle. Donc, ça va être assez intéressant à observer. On va voir. Donc, soit on va sortir du triangle pour faire juste un range, soit on va sortir du triangle avec une forte accélération, soit à la hausse, soit à la baisse. Voilà. En tout cas, au-delà du triangle, il y a quand même 2 gros niveaux à checker. On a la zone des 5800 points, 5750, 5800 points à voir, et on a quand même la zone des 6400 points. Pour le moment, hein, le haut du triangle, il est en dessous des 6400 points. Donc, il faudra que le CAC 40 franchisse le haut du triangle et les 6400 points. Alors, sur le Dow Jones, on a eu aussi une très belle semaine en hausse de 3%. Le Dow Jones a même cassé momentanément les 32 000 points. Il a même été chercher les 32 300 points. Néanmoins, donc on voit hein, c'est une très belle semaine pour le Dow Jones. Par contre, quand on zoome un peu, on voit que le Dow Jones, il est dans son canal baissier. Il est coiffé par cette résistance baissière hein, qui passe par 37 000, 35 000 et 34 000 points. Et il y a le support baissier en dessous avec un gros support à 30 000 points qui correspond en fait au point haut avant la crise du Covid. Pour le Nasdaq, le rebond a été encore plus fort. On a eu un rebond de plus de 5% cette semaine. Néanmoins, attention, hein, là encore, on a un très très beau rebond. On est passé de 11 400 à quasiment 12 600 points. Donc, c'est une très très forte hausse, hein, 6% de hausse. Néanmoins, attention, hein, quand on prend un peu de hauteur, on voit que le Nasdaq n'est pas encore en situation de marché haussier. On est juste en train de consolider, de construire, mais on reste encore dans ce canal baissier. Alors, sur la partie sur le Japon, le Nikkei, lui, il a bien rebondi aussi, il a réussi à casser cette ligne baissière. Néanmoins, voilà, on ne sait pas si c'est momentané, si c'est voilà, si c'est juste ce qu'on appelle un bull trap, ou si on va avoir un changement de configuration de l'indice Nikkei. On ne sait pas. Alors, il y a un côté positif qui joue en faveur, c'est que la Banque du Japon ne se presse pas pour remonter les taux. Donc, comme on a un affaiblissement du yen japonais et que les indices, le Nikkei est libellé en yen, donc forcément, il faut de plus en plus de yens pour acheter des actions japonaises. C'est aussi ce qui explique en partie cette remontée du Nikkei exprimée en yen japonais. Néanmoins, il faut quand même franchir la zone des 28 500 points pour confirmer un éventuel renversement de situation. Alors sur la Chine, grosse déception à la Chine. Les indices s'affaiblissent à nouveau. On aurait pu, avec la percée des 15 000 points, je rappelle que les indices chinois étaient tombés à 13 300 points. On est passé de 13 300 à 15 000 points, donc on a remonté de quasiment 20%. Donc 20%, c'est quasiment un marché quasiment haussier. Et pourtant, il y a eu un retournement de tendance. On a très très vite corrigé. En 2 semaines, on est passé de plus de 15 000 points à moins de 14 000 points. On a perdu plus de 1000 points. C'est énorme, hein. C'est quasiment 8% de baisse de la Chine. Et ça peut être dangereux pour les indices occidentaux. Pourquoi? Donc, il y a le problème de la crise sanitaire, hein, je vous l'ai dit. Les Chinois, ils sont toujours dans un esprit de zéro Covid, donc confinement, etc. Mais surtout, il y a un retour de la crise immobilière qui, de nouveau, fait peur. Je vous avais parlé il y a quelques mois de Evergrande, donc un gros promoteur immobilier chinois qui était sur le point, le bord du dépôt de bilan. Bah là, en fait, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers en Chine qui n'arrivent plus, qui sont au bord de la faillite. Il en résulte finalement des logements qui ne sont pas terminés, puisque si votre promoteur fait faillite, les logements ne peuvent pas être livrés. Et on a des millions de propriétaires chinois
qui ne peuvent emménager dans leur logement, puisque les travaux sont en cours, les travaux ont été arrêtés, puisque les promoteurs sont en train de faire faillite. Des millions de Chinois ne peuvent emménager dans leurs appartements. Et que font ces Chinois qui sont endettés vis-à-vis de leur banque? Ils disent, pas de bras, pas de chocolat. On ne peut pas, on a payé une prestation, on a payé un crédit, on a fait un crédit pour payer une prestation visant à emménager, à avoir un appartement. L'appartement ne peut pas nous être livré. On arrête de payer notre crédit immobilier. Donc c'est un peu la grève du crédit. Ce n'est pas forcément que les Chinois, les propriétaires chinois n'ont pas les moyens de payer leur crédit, mais en gros, ils disent, il y a un deal, on devait vivre, on devait emménager dans ces appartements qui nous ont été promis. Ces appartements n'ont pas été livrés. Nous, on ne paye pas un crédit sur un appartement qui n'est pas encore sorti de terre. Et ça peut créer une énorme crise bancaire, aussi grave que la crise des subprimes aux États-Unis dans les années 2007-2008. Et c'est ce qui explique pourquoi la bourse chinoise, elle est autant hésitante. Voilà. Donc attention sur la Chine, voilà, il ne faut pas faire de all-in. Voilà, sur le très long terme, c'est intéressant d'investir un petit peu en Chine, ça permet de diversifier ses avoirs par rapport à la zone euro qui connaît une crise historique. Mais attention, pas de all-in sur la Chine, pas d'investissement avec de l'argent dont vous avez besoin. Là encore, si la Chine vous intéresse, rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous conseiller quelle part mettre sur la Chine et surtout quel support de placement vous pouvez utiliser pour investir en Chine. Alors l'Inde, pour le coup, l'Inde a très très bien augmenté. Ça a été un des meilleurs indices boursiers, puisque depuis ses plus bas, l'Inde, le Nifty, a augmenté de plus de 10%. Donc les indices indiens ont repris plus de 10% par rapport à leur point bas. Et là, vous regardez, le point bas, il est ici. Ça, c'est le record historique. Record historique ici. Donc bon, là je n'ai pas été très, très heureux. J'ai acheté des actions indiennes au record historique. Mais là, en fait, aujourd'hui, finalement, les indices indiens ont retracé plus de la moitié de leurs pertes depuis leur plus haut historique. Donc les indices indiens rebondissent très très bien. Sur l'Afrique du Sud, on a une remontée qui est un peu en même mode qu'en Europe et aux États-Unis. Donc là, on a un beau rebond, mais on ne peut pas dire qu'on ait cassé la dynamique ici, la dynamique baissière qu'on a en pas journalier. Et enfin, pour le Brésil, c'est un peu pareil, mais on a une tendance qui est encore plus dégradée que pour l'Afrique du Sud parce que on a quand même plus de 30%. Il faut quand même que la bourse brésilienne a encore 30% à remonter pour revenir à ses plus hauts historiques, sachant qu'il faut quand même franchir la grosse résistance des 100 000 points. Voilà un petit peu pour les actions. Donc globalement, une belle semaine sur les marchés actions, à part pour la bourse chinoise qui a pas mal souffert, mais les autres bourses ont très très bien rebondi. Sur les métaux précieux, alors là pour le coup, c'est moins intéressant. La semaine a été très dure pour l'or, qui a cassé momentanément la zone des 1700 $ l'once. On a été chercher des plus bas qu'on n'a jamais vus depuis le début de la décennie 2020. Donc on a eu un beau rebond qui a été initié à partir de jeudi, donc à partir d'hier, suite notamment aux annonces de la BCE de remonter les taux. On a eu une baisse du dollar et une forte remontée des cours de l'or qui a été chercher directement les 1740 $ l'once. Attention, c'est un rebond technique parce qu'il y a une grosse résistance, la résistance des 1750 $ l'once qui doit être franchie pour éventuellement commencer à penser à un changement de tendance pour l'or. Mais pour l'heure, l'or est encore dans une tendance en pas journalier qui est baissière. Alors sur le très long terme, si on raisonne en pas hebdomadaire ou en pas mensuel, l'or est encore dans une tendance
haussière. En pas minute, on est sur une tendance haussière. Par contre, en pas horaire, on est encore sur une tendance baissière et en pas journalier, on est encore sur une tendance baissière. Donc, sur l'or, il faut faire attention. Regardez, moi, j'ai pris pas mal, vous voyez, j'ai pas mal de positions sur l'or, mais je fragmente mes positions. Je découpe au maximum mes positions. J'évite de faire un all-in sur un niveau en disant ça y est, ça c'est le niveau où ça va repartir comme en l'an 40. Il faut faire très attention. Ça peut baisser, ça peut même baisser durant longtemps. Il faut faire vraiment très attention sur quasiment tous les actifs, mais en particulier en ce moment sur l'or. Pour faire de l'accumulation patrimoniale sur le très long terme, on est à des niveaux qui peuvent être intéressants, mais attention, il ne faut pas faire de all-in, pas d'effet de levier, et évidemment, il ne faut pas jouer avec l'argent dont on peut avoir besoin. Alors, sur l'argent, la situation est à peu près pareille, mais quand même plus dégradée. Pourquoi? Parce qu'autant sur l'or, on n'a pas encore cassé les supports qui ont été dessinés après la crise du Covid. En revanche, sur l'argent, on est clairement en dessous des niveaux post-crise Covid. On est revenu en fait au niveau qui prévalait avant la crise du Covid. Donc l'argent, cette semaine, on a été testé les 18,10 $ l'once. On a été testé des plus bas qu'on n'a plus vus depuis 3-4 ans. Donc l'argent est dans une situation assez dégradée sur un point de vue graphique. Par contre, évidemment, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue patrimonial, c'est toujours intéressant d'avoir de l'argent comme fonds de portefeuille. Là encore, moi, je ne vous donne pas vraiment de conseils. Rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine. Il y a plusieurs manières de jouer l'argent. On peut soit acheter des pièces d'argent, vraiment des pièces physiques, mais on peut aussi jouer l'argent via des minières, investir dans des minières, dans des entreprises qui exploitent les mines d'argent, ou éventuellement investir soit dans des CFD sur l'argent ou dans des trackers, des ETF sur l'argent. Donc, il y a plusieurs manières d'investir dans l'argent. Donc, il faut être judicieux dans le véhicule d'investissement et surtout ne pas faire de levier, ne pas faire de all-in. Clairement, je l'avais déjà dit, moi, par exemple, j'étais optimiste sur le fait que l'argent allait rebondir sur la zone des 22 $. Souvenez-vous de mes vidéos, moi-même, je me disais, bah, tiens, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai moi-même acheté de l'argent à 21,90 $ l'once. C'était le gros support ici. J'ai acheté sur ce support. Ben, je me suis trompé. Je le dis, l'argent a enfoncé le support. J'avais dit qu'il y a de grandes chances que l'argent rebondisse sur ce support, mais j'avais dit à l'époque, si vous revoyez mes vidéos, j'avais dit que mon modèle ALM prédisait qu'il y avait un risque de 10 à 15% que l'argent enfonce la zone des 22 $ l'once. Et évidemment, il l'a enfoncé. Donc moi, j'ai évité de mettre tous mes œufs dans le même panier pour garder des munitions, des réserves, pour racheter de l'argent à plus bas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté de l'argent au niveau des 19, au niveau même des 19 dollars, 19,80 $ l'once et même des 18,94 $ l'once. Donc je garde des munitions, je garde de la couverture pour moyenner à la baisse sur l'argent, tout en me donnant la possibilité d'investir dans d'autres classes d'actifs qui sont plus, entre guillemets, plus recherchées. Sur le palladium, on a eu un beau rebond du palladium qui a repassé les 2000 $ l'once. Et sur le platine, on a eu un beau rebond aussi sur la zone des 800 $ l'once. Mais attention, il faut encore, c'est un rebond technique pour le moment, il faut aller franchir les 900 puis les 1000 $ l'once. Donc voilà un peu pour les métaux précieux. Donc une semaine très dure, notamment pour l'or et l'argent, qui s'est mieux terminée qu'elle a commencé. Mais voilà, pour le moment, les métaux précieux sont encore en tendance baissière sur le moyen terme. Et enfin, je continue sur les matières premières. Le pétrole qui s'installe sous les 100 $, mais le support des 92 $. Tiens bon, vous voyez, on a un peu cette résistance baissière ici, cette pression à la baisse sur le pétrole, mais on a cette gros support des 92
dollars le baril, qui pour le moment tient le coup. C'est là d'ailleurs où j'avais pris une position avant même la crise en Ukraine. Sur le gaz naturel, alors là, on a une envolée des cours du gaz. Donc là, le gaz a fortement rebondi. Pardon, j'étais dans le mauvais graphique. Le gaz a fortement rebondi. Hein, regardez, on a en pas horaire, hein, ça fait 2 semaines que le gaz remonte en ligne droite. On a quasiment pris 50% en 2 semaines. Hein. C'est très, très, très volatile, hein, le gaz. Et là, vous regardez même en page journalier, hein, on était revenu d'avant la crise en Ukraine. Et là, on est en train de repartir à l'assaut des plus hauts historiques, hein, des plus hauts historiques depuis la guerre d'Ukraine. Le gaz est en train de remonter très, très fort. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des analystes, ça me fait un peu rire, dire ça y est, c'est le gros soulagement sur les marchés. Gazprom qui avait coupé le gaz aux Européens, le méchant Gazprom avait coupé le gaz aux Européens, ça y est, ils l'ont réouvert, on peut souffler. Ben, en fait, on voit bien que les gens qui connaissent bien les matières premières, et notamment le gaz, on voit bien que voilà, ce soulagement que nous racontent les analystes, bah, les marchés, eux, ils n'en ont cure. Hein. Les marchés, regardez, le prix du gaz, il a explosé à la hausse. Pourquoi? Parce que les marchés anticipent et ils craignent notamment que la Russie utilise l'arrivée de l'hiver en Europe pour faire du chantage au gaz. Et c'est pour cela que le gaz remonte très, très fortement. Donc, attention, là, ce qui s'est passé avec Gazprom, c'était une coupure technique pour maintenance, hein, je le rappelle, pour maintenance. Le vrai risque sur le gaz, il est pour l'automne prochain. Sur le cuivre, on a eu un rebond cette semaine, mais c'est un rebond technique. Hein. La tendance, elle est très dégradée sur le cuivre, notamment à cause de la force du dollar et des menaces de récession en Chine. Il ne faut pas oublier que l'industrie chinoise est très forte consommatrice de cuivre. Et donc, tant que la situation en Chine ne s'améliorera pas franchement, on a une pression à la baisse sur les prix du cuivre. Sur le nickel, pas grand-chose à dire cette semaine. On est toujours autour des 22 000 $ la tonne. Sur le blé, ça a été une semaine très, très dure sur le blé. Hein. Le blé, vous voyez, qui s'est littéralement effondré. On a perdu énormément cette semaine. On a perdu quasiment 5% cette semaine. Et quand on parle en pas journalier, toute la hausse du blé suite à la guerre en Ukraine a clairement été effacée. On est même revenu à des niveaux qu'on n'a plus vus depuis 2021. Donc, quasiment toute la hausse de 2022 a été effacée sur le blé. Pareil pour le maïs, hein, ça y est, vous voyez, on a eu la hausse avec la guerre en Ukraine. Et là, ça y est, hein, le prix du maïs revient au niveau où il était au milieu de l'année 2021. Donc, toute la hausse de fin 2021, 2022, guerre en Ukraine, a été effacée sur le maïs qui s'installe sous les 600 $. Alors, pourquoi tout ça? Parce que l'Ukraine et la Russie se sont mises d'accord pour débloquer les ports du sud de l'Ukraine, hein, les ports de la mer Noire, d'où partent les réserves de graines de maïs et surtout de blé à destination du monde. Hein. L'Ukraine, c'est vraiment c'est la réserve à blé du monde. Donc, il y a eu un accord avec les Russes et donc, du coup, l'Ukraine va pouvoir réexporter son grain à destination des autres pays de la planète. Alors, quel intérêt pour la Russie de laisser l'Ukraine exporter le blé? Tout simplement, la Russie, hein, c'est géopolitique, elle a intérêt à garder le soutien des pays africains. Je rappelle que la Russie est sous embargo des Occidentaux, mais la plupart des pays africains et d'Asie du Sud-Est n'appliquent pas de sanctions contre la Russie, mais pour que la Russie garde l'estime auprès des populations africaines et asiatiques, il faut encore que celles-ci puissent se nourrir correctement. Et c'est ce qui a poussé Vladimir Poutine à mettre de l'eau dans son vin et laisser l'Ukraine exporter son blé. C'est ce qui explique pourquoi le blé baisse et en corollaire, le maïs baisse également. Donc, je termine maintenant par les crypto-monnaies.
très belle remontée du Bitcoin qui a littéralement balayé les vendeurs à découvert qui se sont retrouvés en situation de short squeeze. Donc évidemment, c'est toujours pareil. Quand le Bitcoin était à 60 000, vous avez les analystes qui nous disaient qu'on va aller à 100 000, 1 million, etc. Pareil, quand le Bitcoin est venu titiller, voire même enfoncer les 20 000, vous avez les analystes de mauvais augure qui vous disaient ça y est, le Bitcoin il est mort, il faut vendre le Bitcoin, c'est nul, etc. Et donc vous avez des gens qui sont cru malins en shortant le Bitcoin, en se disant on va se faire des couilles en or cette fois-ci à la baisse. Bah là, ils se sont fait exploser, entre guillemets, par la remontée du Bitcoin. Attention, on va regarder, on est quand même dans une tendance baissière. Le Bitcoin est encore dans une tendance très dégradée, mais on a eu un fort rebond de 20% depuis les plus bas et même de 10% par rapport au support des 20 000 dollars. Sur l'Ethereum, c'est pareil, sauf qu'on a un rebond encore plus marqué sur l'Ethereum. L'Ethereum avait corrigé beaucoup plus que le Bitcoin. On est passé quasiment de 5 000 à 1 000, une perte de 80%. Et là, on a repris 50%. C'est des gros chiffres. On a repris 50% par rapport au plus bas. Mais vous voyez, pour effacer une baisse de 80%, il ne faut pas une hausse de 20%, il ne faut pas une hausse de 80%, il faut une hausse de au moins 400 à 500%. Donc là, vous voyez, on a rebondi de 500%, même de 50%, pardon, mais même 50% de hausse. Vous voyez, on n'est qu'à 1600 dollars l'Ethereum. Donc en conclusion, donc une semaine assez riche, assez riche. On a des taux qui se stabilisent, des spreads qui se stabilisent aussi, un euro qui a bien rebondi contre le dollar. Il a bien la parité euro-dollar, le 1 pour 1 a bien tenu et l'euro a bien rebondi par rapport au dollar. Les actions se sont très bien ressaisies cette semaine avec des hausses de plus de 3%, voire même 7% sur le Nasdaq, à part la Chine qui a connu une mauvaise semaine. Les métaux précieux qui ont été chahutés mais qui se redressent un petit peu en fin de semaine. Le pétrole qui se stabilise sous les 100 dollars alors que le gaz repart fortement à la hausse, des matières premières alimentaires, le blé et le maïs qui baissent fortement, et des cryptos qui ont fortement rebondi cette semaine. Vous voyez, on a eu pas mal de mouvements sur les différents marchés, des mouvements de vases communicants. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les conclusions. Alors maintenant, je vais passer à la dernière partie de cette vidéo pour présenter un peu mon portefeuille. Alors, cette semaine a été marquée par des réalisations de moins-value latente. J'avais pas été inspiré, j'avais shorté l'euro contre le dollar sous la parité en me disant, on a enfoncé les 1 pour 1. J'avais shorté l'euro à 0,9972 en me disant que maintenant, il n'y a aucune raison que l'euro n'allait pas chercher les 0,98, voire les 0,96 dollars pour 1 euro. Et puis, je me suis fait piéger puisque l'euro a rebondi sur la zone des 0,9965. Vous voyez, ce n'était pas vraiment un gros support. On a rebondi là-dessus et je me suis fait avoir. Alors, heureusement, je n'ai pas mis toutes mes billes dessus. J'ai mis un petit peu. Du coup, je n'ai pas eu de grosse moins-value latente. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu alléger mes positions et donc, du coup, prendre une partie de mes pertes. Néanmoins, j'ai pu réaliser des plus-values latentes sur les actions, puisque les actions ont bien rebondi. Donc, j'ai réalisé quelques plus-values latentes, notamment sur le S&P 500, et j'ai réalisé un peu de plus-value latente sur l'or, quand l'or est venu taper les 1680 et 1690, j'ai acheté de l'or à ces niveaux, et quand l'or est revenu à 1920, 1930, j'ai allégé mes positions, j'ai pris une petite partie de mes plus-values. Du coup, j'ai un petit peu consolidé. J'ai réalisé quelques moins-values sur l'euro et réalisé quelques plus-values sur l'or et les actions, ce qui fait que globalement dans la semaine, mon stock de plus-value réalisé a légèrement augmenté. J'ai peut-être gratté 10 BP de performance réalisée. Alors,
on a voilà, quelque part, ça c'est la photo de mon portefeuille. Et donc, on voit que quand on regarde, bon, je suis légèrement dans le vert sur l'obligataire. Je suis légèrement dans le rouge sur les actions. Par contre, évidemment, le gros de mes moins-values, c'est sur les métaux précieux et les matières premières. Un petit peu sur les cryptos, mais surtout sur les métaux précieux et les matières premières. Donc évidemment, j'ai un portefeuille qui a été flat cette semaine. On est toujours à moins 5,76% de performance totale, donc moins donc 1,46% de performance réalisée, moins 7,11% de performance latente et au final, une performance de moins 5,76%. Donc une semaine assez décevante, je ne vous cache pas. Je suis flat sur la semaine alors que les actions ont pris 3% en moyenne. Donc pourquoi cela? Tout simplement parce que, comme vous le voyez sur mon allocation d'actifs, je ne suis pas exposé que sur les actions. J'ai aussi pas mal d'expositions sur les matières premières et sur les métaux précieux. Et ça a été une semaine assez chaotique sur les métaux précieux. Alors néanmoins, l'autre consolation, j'ai un ratio de latence qui s'améliore, hein, qui a repris 2%, c'est-à-dire que j'ai quand même un stock de plus-value latente qui a augmenté par rapport à la semaine dernière. Donc j'ai une remontée du ratio de latence, hein, donc 7,95%. Alors ça reste très bas, hein, le ratio de latence, c'est, je rappelle, c'est le ratio entre les plus-values latentes divisé par les plus-values latentes moins les moins-values latentes, donc plus la valeur absolue des moins-values latentes. Donc évidemment, c'est un ratio qui est entre 0 et 1. Et donc du coup, évidemment, j'ai encore beaucoup plus de moins-values latentes que de plus-values latentes. Néanmoins, ça me fait plaisir, j'ai augmenté un petit peu mon stock de plus-values latentes, alors que dans le même temps, j'ai réalisé des plus-values latentes. C'est-à-dire que ma performance réalisée a augmenté et j'ai aussi un stock, un ratio de latence qui a légèrement augmenté aussi. Et enfin, l'autre consolation, j'ai un taux de marge disponible qui est très élevé. On est à 88% de taux de marge disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, en théorie, les positions, l'ensemble des positions que j'ai, en théorie, je peux prendre 10 fois, c'est-à-dire je peux acheter 10 fois ce que j'ai en stock. Donc j'ai encore pas mal, j'ai énormément de latitude et ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que j'ai une réserve de cash, de cash que je peux utiliser si jamais un des marchés, les marchés actions, les marchés des matières premières, les marchés des métaux devait fortement corriger. J'ai une capacité à renforcer mes positions. Et ça, c'est très important parce que j'ai encore du mou pour renforcer si l'argent devait descendre à 17 $, par exemple, l'once, ou si l'or devait tomber à 1500 $ l'once, j'ai encore des réserves pour investir. Voilà. Et là, je vous fais une photo de mon portefeuille. Vous voyez, j'ai des expositions quasiment sur tout, voilà, sur les obligations. J'ai de l'OATI, des OA indexés inflation, j'ai des obligations françaises, des obligations italiennes, des obligations américaines. Sur les actions, je suis exposé sur quasiment tous les 5 continents, les États-Unis, le CAC 40, la France, l'Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. J'ai évidemment une forte exposition sur les métaux précieux, notamment l'argent et l'or. J'ai également des expositions sur les matières premières énergétiques, les métaux industriels et les matières premières alimentaires. J'ai des expositions sur les cryptos, notamment sur le Bitcoin, des expositions sur le Forex, notamment le yuan chinois et le dollar contre l'euro. Et j'ai enfin une exposition cash que je peux réutiliser pour injecter. Voilà. Donc, j'ai un petit peu voilà ma cartographie et on comprend pourquoi ma performance a été décevante cette semaine à cause de mes fortes expositions sur l'or et l'argent qui ont vraiment souffert cette semaine. Et donc, du coup, moi, finalement, je suis flat. Ce que j'ai perdu sur l'or et l'argent, je l'ai regagné sur les actions parce que j'ai quand même des expositions sur le marché action et sur le marché obligataire.
Et comme ces deux marchés ont connu des hausses cette semaine, ça me permet finalement de limiter la casse sur la semaine. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Moi, j'étais vraiment enchanté de pouvoir faire ce point de marché avec vous. Donc, encore une grosse, ça a été une grosse vidéo avec une partie macroéconomique d'actualité, une partie un peu technique pour vous expliquer un peu la corrélation entre le forex, l'inflation, le change, les taux, les spreads, etc. Une petite note un petit peu de politique monétaire, ma vision. Qu'est-ce que la zone euro peut faire pour se sauver, pour éviter son éclatement? Évidemment, on a parcouru ensemble les marchés et je vous ai présenté la photo de mon portefeuille. Voilà un petit peu pour ce point de marché. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Profitez bien de vos proches, de vos familles, de vos enfants. Si vous êtes en vacances, profitez-en. On ne sait pas ce qui nous attend à l'automne, en hiver, avec les pénuries, le rationnement de gaz, d'électricité. Bon, voilà. Quand même, carpe diem, c'est important de suivre son portefeuille, de suivre ses placements, de conquérir sa liberté financière. Ça, c'est quelque chose de très important, de ne pas dépendre d'un patron, d'un client, d'un homme politique ou d'une femme politique. L'idéal, c'est de dépendre que de soi-même, de ses propres investissements. Donc, continuez à suivre vos investissements, profitez-en. Moi, je ferai encore un point de marché dans une semaine. Je vous retrouverai dans une semaine pour un nouveau point de marché avant de partir, moi aussi en vacances en Italie. Il faut quand même profiter de la vie, passer du temps avec ses proches. Ça ne sert à rien de conquérir sa liberté financière. C'est pour être malheureux, ne plus voir ses enfants, ne plus voir son conjoint, ne plus voir ses parents, ne plus voir ses enfants. Enfin voilà. Le plus important, c'est quand même d'être heureux, d'être bien avec sa famille, ses enfants, ses proches. C'est vraiment le plus important. Le reste, ça va, ça vient. La santé, évidemment. Voilà. Donc moi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches et j'espère vous retrouver pour un point de marché dans une semaine. Salut tout le monde les gars, salut tout le monde les amis.